Bien le bonjour, on se retrouve pour un gros point lecture. Alors on aura des lectures du 21 juin au 17 juillet. Sachant que je tourne le 17 juillet, alors que je viens de terminer le dernier livre que je vous présenterai en dernier. Donc on va faire par ordre de lecture comme je l'ai installé dans mon carnet de lecture. Sachant au passage que je travaille en parallèle. Et que du coup je lis un peu moins. Je me suis pris un livre au boulot, il est toujours à moins de 50 pages lues. Parce que je papote avec les collègues. Bref. Alors, on va commencer avec le premier. Hop, les bateliers du Rhône de Françoise Bourdon. Alors, on est à la période du directoire au début. On a la mère d'un personnage qui se fait violer. Et elle doit accoucher d'un enfant pendant que son père est à la guerre. Voilà, déjà ça commence bien pour la famille. En rentrant, il lui fait un baptême de l'eau dans le Rhône. Oui, parce que comme vous voyez au titre, les bateliers du Rhône, nous sommes dans cette région-là de France. Le Rhône a une énorme importance dans l'histoire. On vit dans une famille de bateliers. On se retrouve par la suite en 1830 où on vit avec le Rhône et la vie du pays. C'est pas mal documenté. On a la vie au bagne. Ça m'a fait penser aux Misérables quand même, hein. Parce que c'est assez précis sur ce qui se passe dans les bagnes et compagnie. C'est très intéressant. On a aussi les maladies de la vigne. Ça intervient surtout dans la centaine de dernières pages, dans la dernière génération d'histoire. Petit spoil. On a la vie du 19e siècle du point de vue d'une famille qui se tord, distord. Un condensé passionnant qu'on ne peut pas lâcher. Ça m'est arrivé d'en lire la nuit. Je l'ai lu en 2 jours d'après mes dates. Les Bateliers du Rhône de Françoise Bourdon. Le genre de livre que j'aime bien. Pour son intérêt historique. Ensuite, on reste dans l'histoire avec Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena. Là, on est en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai lu dans la suite des Bateliers du Rhône. Donc dès les premières pages, on nous présente les personnages et on nous parle d'héritage, de mémoire aussi. On a beaucoup d'évanouissements dans la famille. C'est un récit de famille. On parle du métier de bibliothécaire et de spiritualité. On a les pommes qui arrivent à partir de la page 70. On parle campagne, nazi, parce qu'à un moment, il y en a qui taguent nazi sur un mur et la personnage principale se retrouve avec un personnage qui prend de l'importance dans son histoire à repeindre les tags. Et la mémoire, parce qu'on a une personnage qui a Alzheimer. Et on a de la romance. C'était plutôt sympa, ça se lit bien. Ça se lit bien. On va continuer avec un livre qui a été beaucoup plus hard à lire, plus on approchait de la fin. Mais qui est assez intéressant. Vous allez voir. La caverne des idées de José Carlos Somoza. Nombre de post-its colorés.
m'intéresse sur plusieurs niveaux. Sachant que le jaune et l'orange, c'est un peu pour le même projet, enfin, le même type de projet, que le bleu, c'est pour un autre. Donc ça, on peut dire que c'est un thriller horrifique avec de la philosophie antique. Si on doit résumer rapidement. Enfin, horrifique. Si vous avez l'habitude de l'horreur, vous allez peut-être pas sentir l'horreur. Mais si vous êtes vraiment débutant, là, vous allez peut-être la sentir. C'est comme pour les thrillers. Il y en a qui vont apprécier la femme de ménage et compagnie, parce qu'ils en auront pas lu d'autres de plus consistants. Et puis ceux qui sont plus aguerris trouver ça un peu léger. Je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai déjà des thrillers costauds. Hmm. Donc, on a une enquête dans l'Antiquité grecque avec de la philosophie. On a deux récits en un texte. Alors, il faut que je vous montre ça. Voyez? En haut, c'est écrit en taille normale. Et en dessous, c'est écrit en petite taille. C'est les deux récits en un. Deux récits parallèles. Oui, c'est ce que je vous disais. Ils se distinguent par la taille de caractère. Donc ça, je vous l'ai montré. On a beaucoup d'éléments sur la vie à l'époque. On a de la maltraitance animale. Il y a un personnage qui tue un oiseau. Voilà. L'oiseau, il a rien fait. Il se fait assassiner. Il fait que passer, mais bon. Pas très sympathique. Surtout que le bonhomme, il aime son chien. Mais l'oiseau, il le tue. D'une certaine manière. Si vous voulez, il lui crève les yeux. Puis l'oiseau, bah... Et nous, c'est pareil. Si on veut se déplacer de manière aveugle, à part tâtonner, mais bon, il y a des choses qu'on voit pas en tâtonnant. Hein. Au final, au bout d'un moment, on risque de mourir. Hein. Donc, l'enquête concerne un premier mort, puis un deuxième. Il y a pas mal de morts, il y en a au moins une dizaine hein, dans l'histoire. En 346 pages. Les descriptions sont assez crues. On nous décrit comment le corps a été retrouvé. Je vous ferai pas de dessin. On a un débat sur la place de l'art et de la philosophie. On retrouve Platon et compagnie. Hein. On parle de sexualité et de sacrifice humain, de secte. Et vers la fin, c'est limite un roman horrifique. On peut parler de morale. Question de morale. Et de relation à l'amour envers sa descendance. Jusqu'où peut nous emmener l'amour d'une mère envers son enfant. Ça a été assez dur la fin. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'était une lecture de juillet. Ensuite, on repasse. On a fait 19e siècle, 20e siècle, Antiquité. Là, on passe à la Renaissance. J'ai moins marqué de pages sur le côté. Un peu plus en haut, peut-être. Mais le livre de Saphir de Gilbert Sinoué est un livre de voyage. C'est parti pour un voyage en Espagne pendant l'Inquisition et la reconquête espagnole. Donc en annonce, on a les origines du texte de Christophe Colomb, on a les villes rencontrées et un lexique. L'origine du texte là. Hein. Oui, parce qu'on est à l'époque où Christophe Colomb n'est pas encore lui-même.
C'est-à-dire qu'il n'a pas découvert l'Amérique encore. Enfin, ce qu'on peut appeler une découverte. Vu que les Vikings y étaient déjà et qu'il y avait déjà des peuples avant. Les autochtones. Donc on est au début de la Renaissance en Espagne, Espagne de la Reconquête et de l'Inquisition. On a une scène de bûcher dès le premier chapitre, un autodafé, une exposition de souffrance. On a un cours de religion. Alors si vous ne voulez pas de livres où on parle de christianisme, de judaïsme ou d'islam, n'allez pas dans ce bouquin. Parce qu'avec ça, vous allez avoir un bon cours sur les trois religions. Parce qu'un bonhomme de chaque religion vont devoir voyager ensemble pour découvrir ce fameux livre de Saphir. C'est une vraie quête. Et vous avez tout plein de péripéties sur le sujet. Mais c'était intéressant. Hein. Mais faut être prêt à ça, quoi. Parce que de toute façon, c'est marqué dans la 4e de couverture. Hein. Mais c'est assez précis. Hein. Sinoué, il a fait un sacré travail pour mélanger les trois cultes dans un livre et arriver à faire s'entendre à peu près les personnages. Oui, parce qu'il y a des petites tensions entre les différents cultes. Donc on a un jeu de pistes pour retrouver le fameux livre avec les différentes épreuves qui unira les trois hommes, un par croyance, comme je vous disais, puis une proche de la reine d'Espagne qui a un double jeu. Donc c'est un texte sur les symboles et leur signification. L'approche est une espionne, un agent double, et on a un fond de philosophie. C'était très intéressant. Je pense que c'est un livre que je vais garder un bout de temps. Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. C'était très intéressant. Culturellement. Ensuite, on repasse avec les... Enfin, on reste dans le même thème. Histoire, religion, musique et amour. Amour presque interdit. Disons que j'ai bien aimé lire autour de la religion ce dernier mois, si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'histoires avec de la religion. Guerre de religion aussi. Donc on est dans une abbaye en 1716 avec le chant des moines. On est du côté du Massif central avec une présentation du monde de l'abbaye. Il est mal vu de chanter pour une femme à l'époque, pour certaines raisons que vous découvrirez dans le livre. Et notre personnage principal a une voix d'ange. C'est-à-dire que dans sa famille, on aime beaucoup chanter. On a un talent particulier pour le chant. On a un cours d'histoire sur la guerre entre catholiques et protestants. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'histoires de... Bah, c'est pas le premier de la série où il y aura de la guerre de religion, si vous voulez. Le dernier que j'ai fini cet après-midi même, il parle de guerre de religion aussi. Mais pas avec la musique, mais avec la dentelle. Suspense. Et on a toute la vie de l'époque. Et on a une romance entre les deux parties. Un catholique avec une protestante.
Youpi. Et on a un cours sur la musique aussi, l'opéra. Parce que la famille de la jeune fille dans le monde de l'opéra. Et vous avez vu, il y a du jaune et du bleu. Deux projets. Ça m'intéresse sur deux projets en parallèle. C'était intéressant. Ensuite, en une journée, j'ai lu une idée philosophique par jour de Janine Casavecchi. Je vais vous montrer comment ça se présente, hein. Voilà, une page. Hop. Vous voyez, il y a des petites illustrations. C'est un livre qui se lit très vite, hein. Donc on peut lire. On peut lire, ça se lit vite. Vous en achetez, vous en lisez un par jour. Ah, j'ai lu un livre. Oui, bien sûr. Mais c'est des idées philosophiques qui sont pas que dans la philo. Vous avez des auteurs divers. Donc des idées philosophiques qui me parlent plus ou moins, accompagnées d'images. Il n'y a pas que des philosophes qui sont cités. On a les références à la fin du livre. Je vais vous montrer ça si j'arrive à voir la page. Tac. Tac. Malraux, Pontalis, Hugo, Wittgenstein, Lévinas. Voyez, ça se présente comme ça à la fin. Voyez, il y a Balzac. Vous avez Dostoïevski. Voilà. Ça se lit bien, mais une fois que j'aurai noté les petites citations qui m'intéressent, je pense que c'est un livre qui partira. Hop, on enchaîne. Ensuite, ça c'est un livre emprunté à ma bibliothèque, L'art de la simplicité de Dominique Laureau. Beaucoup de pages qui m'ont intéressé, mais pas d'accord avec tout. Alors, on a une introduction où l'autrice nous parle de son parcours et sa découverte du zen japonais, ainsi que sa quête du mode de vie idéal. Elle a une grande passion pour l'art japonais et sa simplicité, un besoin de liberté et de légèreté. On a plein de références. Dans la conclusion, on nous parle de psychologie et une invitation à faire notre chemin de vie et à apprécier la vie chaque jour qui passe. Dans la première partie, matérialisme et minimalisme, le premier chapitre qui me fait penser à Schopenhauer, envie, représentation, volonté. Si vous voulez, on a envie de ce que les objets représentent par rapport aux autres. Une façade. On a envie de faire envie aux autres, de représenter une façon d'être de luxe et compagnie. Comme si notre intérieur personnel, notre spiritualité n'était pas suffisante. Assez extrême au niveau minimalisme. Ah, 2 livres, hein. Non, c'est impossible de choisir que 2 livres. C'est quoi ton livre préféré? Je prends un dictionnaire. C'est correspondant au cliché du minimalisme épuré, vide. On parle d'aménagement intérieur, de garde-robe. On a des détails jusque dans la forme du sac à main. On a aussi des conseils de lecture. Emerson, Thoreau, le bouddhisme.
On est invité à l'éthique et à l'esthétique. La cérémonie, le wabi-sabi, le zen. Ensuite, en deuxième partie, nous avons le corps. Conseils pour en prendre soin pour l'esprit. Comment on doit se laver. Ce qu'on doit manger. On a des conseils pour soigner son corps. Au niveau de la toilette, à la mise en valeur et à l'alimentation. Culte de la minceur et de la frugalité. Jeûne aussi. Dans la troisième partie, on nous parle du mental. Invitation à prendre soin de soi. Mention de plusieurs philosophes. Choix dans les relations. Privilégier la qualité à la quantité. Incitation à la solitude. Renoncement. Limite, avoir une vie de moine, quoi. C'est limite ça, quoi. Prendre du temps pour nourrir son esprit. Voilà. Il y a des passages qui sont très intéressants, hein. Mais il y a des choses qui m'ont moins plu. Il faudra que je prenne des notes. C'est tout. Mais c'est à lire pour se faire une idée du minimalisme d'après Dominique Leroux et prendre ce qui nous intéresse. Ensuite, un qui va partir aussitôt la vidéo terminée. Musique et silence de Rose Tremen. Y a rien en haut. Y a rien sur le côté. Alors ça a été un abandon. Je vous le dis direct. Pourtant, ça aurait pu me plaire. On est à nouveau dans un roman historique. On est à Copenhague en 1629 avec un jeune luthiste et un roi lucide et fou à la fois. Et puis, on a des musiciens qui doivent vivre dans la cave et qui doivent faire de la musique depuis la cave pour le roi qui a un système pour écouter la musique. La reine a fait des enfants à son mari, mais elle n'aime pas son mari. Il n'a pas grand-chose pour être aimé, le pauvre. Il n'est pas très beau à voir, apparemment. On a l'histoire de l'amour du roi pour la musique et son éducation. C'est un roman choral avec des parties qu'on ne sait pas si elles sont utiles ou non. Disons, ça a été très long. Je me suis pas mal ennuyée. J'avais pas envie d'arriver à la deuxième partie. J'avais pas envie de continuer le roman. On nous emmenait dans des endroits. On part en Écosse, en Italie. Il faut suivre pour savoir où c'est que l'autrice nous emmène. Et j'avais pas envie de savoir la suite. C'est tout. C'était un abandon. Je suis pas allée à la page 100. Sur 470 pages, je me suis arrêtée à la page 97. Alors ça, c'est un livre. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Se connaître pour entreprendre. D'Alain Juvenon, Jean-Marc Liard et Étienne Roy. Ça, c'est un livre que j'ai acheté à la recyclerie où je travaille. Je trouve très intéressant comme sujet. Alors, en introduction, on a l'explication du pourquoi du livre et sur sa construction. En conclusion, on a un dernier échange. Il y a beaucoup d'échanges. Trop. On nous invite à regarder la création d'entreprise comme une histoire de vie. Et on a une bibliographie qui fait une page. Il y a beaucoup d'échanges. En première partie, on a les 8 types d'entrepreneurs. Et on peut être plusieurs entrepreneurs à la fois.
Un premier échange avec un test. Pour ma part, c'est joueur, inventeur et missionnaire qui me correspondrait le plus. Le descriptif est plutôt cohérent. Plutôt. En deuxième partie, on a les dialogues autour des 8 types. Ça ne m'a pas totalement intéressé. Je suis plus inventeur que missionnaire finalement. Troisième partie, on a la gestion de projet en 8 étapes. Ça, c'est intéressant. Adapté selon le projet. Et selon ce projet, il y a des étapes qui ne servent à rien. Ouais. L'inventeur va bien, sauf que dans cette partie, il ne fait rien. Il imagine le truc, mais après, il fait rien. Bah oui, mais moi, j'ai besoin de faire autre chose que juste inventer le machin. Et puis, vous faites une problématique et vous la posez sur la table et tous les autres, ils font le boulot. Pendant ce temps-là, vous faites quoi? Vous tournez les pouces? Voilà. Il faut piocher dans chaque partie ce qui peut nous servir. Donc je garde le livre le temps que j'en ai besoin pour un projet. Après, il fera sa route ailleurs. Voilà. Donc comme vous avez compris, c'est une lecture mitigée. À lire, à grappiller, mais voilà. Donc ensuite, le dernier, mais non moins le moindre, La dentelière d'Alençon de Janine Montupé. Je l'ai lu jusqu'à la fin, j'ai fini aujourd'hui. Même si la dernière partie, je l'ai lu un peu en diagonale, on va dire. On est à Alençon sous Louis XIV. Pardon. Dans les ateliers de dentelle, on a des anecdotes historiques au passage, musicales, littéraires et philosophiques. On a la vie de la mère de la personnage principale, assez dure, elle meurt très jeune, peu de temps après avoir mis au monde sa petite. Et la vie en Normandie et en France en général, voire et même plus large. Ensuite, on enchaîne sur la vie de l'enfant, jusqu'à sa vie de femme, orpheline. La petite part en apprentissage à 5 ans, avec une discipline plus que militaire. Et ils n'avaient pas le temps de jouer à l'ordinateur, ni au téléphone, ni même de lire, ne serait-ce que 5 minutes tous les soirs. Hein. Manger, dormir, se laver, puis c'est tout. Hein. Et dans les cas extrêmes, jusqu'à 20 heures de travail par jour. Je tiens pas le rythme. Il y a eu des évanouissements. Mais bon. On a toute la vie de la jolie dentelière. On a un Huron. Pensez à Voltaire. L'ingénu. On a la vie sur l'époque de Louis XIV avec les conflits entre catholiques et protestants. Et comme je vous disais dans L'héritière des anges qu'on a un mariage entre les deux parties, là c'est pareil. Sauf que dans la dentelière, il y a le mari qui meurt. On ne sait pas trop comment. Il aurait été envoyé aux galères, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui par la suite. Alors ça se lit bien. C'est plutôt intéressant sur l'époque. Et la discipline. Oh mon Dieu. On a toutes les descriptions disciplinaires de l'époque. On a tout. C'était plutôt intéressant. Voilà. Mais je pense qu'une fois que j'aurai marqué ce qui m'intéresse, je vais pas forcément le garder. J'ai pas forcément la place de garder tout livre que je veux conserver.
Oui, on est en vacances, hein. Le 17 juillet. Ça fait 1 an que je suis dans l'appart. Enfin, que j'ai signé le bail. Donc il y a des enfants qui braillent en bas. On est du 4e étage, on entend ce qui se passe en bas. Youpi! Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. N'oubliez pas de commenter, compagnie. Ah, vous savez, hein. Et je vous dis à bientôt.